Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ce livre est dédié à ma fille Marie-Hélène, qui pose avec force les jalons de son adolescence. À la mémoire de ma mère et de ma grand-mère, dont l'amour et les valeurs me nourrissent jusqu'à ce jour. Remerciements. La rédaction de cet ouvrage n'aurait pas été possible sans l'entière collaboration et disponibilité des cinéastes qui y sont interviewés, et à qui j'exprime ma très profonde gratitude. Je tiens aussi à remercier les personnes suivantes qui ont d'une manière ou d'une autre facilité mes recherches au Sénégal: Fatouba, Frédéric Chambon, Mireille Désiré, Baba Diop, James Gasque, Laurence Gavron, Moussa Gueye, Marika, Fatou Kandé Senghor, Liliane Kestelout, Baradio Kané, Fatou Diouf Kandji, Cynthia Griffin, Annette Mebaye d'. Erneville, Victorine Mendy, Aïda Ndiaye, Issa Ndiaye, Kalilou Ndiaye, Mousli Ndiaye et sa famille, Amadou Tidiane Niagan, Ibrahima Niang, Anne-Aurore Sankalé et sa famille, Pierre Sauval, Marguerite Monet, Joseph Sagna, Raphaël et Solange Sarr et leurs enfants, Alioune Badarasek, Clinton et Shenita White, Myriam Warner Vieira et Kenneth et Elisabeth Vetrotaro. Merci à Madeleine Cottenay-Hage et Maria Rouf pour leur lecture critique du manuscrit et leurs précieux conseils. À Yannick Lenaour pour son aide efficace et très appréciée à la Cinémathèque Afrique. À Jean-Pierre et Daniel Piton pour leur soutien logistique et leurs encouragements. À Janine Kidza, Émilie Malak, Madeleine Masson, Claire Méa et Florette Razafimeva pour leur assistance lors de la transcription initiale de certains entretiens. Je suis très reconnaissante de l'appui financier fourni par le programme Fulbright et de l'efficiente gestion administrative du Council for International Exchange of Scholars. Merci à Howard University pour son soutien au fil des années. Introduction. Survol historique. Le cinéma sénégalais, sans qu'il soit pour autant une industrie, est l'un des premiers, des plus vibrants et des plus riches d'Afrique. Sa naissance correspond, et ce n'est pas un hasard, aux prémices des indépendances africaines dans des pays qui se libèrent presque simultanément de la présence coloniale française aux alentours de 1960. Comme d'autres définissent ardemment les jalons de leur indépendance politique, de jeunes étudiants africains s'arment de la caméra pour créer et définir leur propre image, voire leur identité, une initiative antérieurement découragée par les autorités coloniales qui privilégiaient d'autres domaines de développement ou étaient inquiets de ce qu'ils pourraient exprimer. Longtemps consommateurs d'images venues d'ailleurs, le souci initial des cinéastes sénégalais est de parler de ce qu'ils vivent et de ce qui les entoure, ou d'adapter à l'écran l'œuvre écrite d'un de leurs auteurs, la vulgarisant ainsi à un public potentiel en partie analphabète. C'est donc sans surprise que le premier film réalisé par des Sénégalais, qui ne soit pas un film d'école, comme ce fut le cas en 1954 pour C'était il y a 4 ans de Paulin Soumanou Vieira, soit tourné à Paris où ils terminent ou poursuivent leurs études. Il s'agit d'Afrique sur scène, 1955, une fiction en noir et blanc de 22 minutes sur la vie des Noirs à Paris, parmi eux un étudiant, un restaurateur, un employé de bus, un clochard et un aveugle, avec un retour en arrière nostalgique sur une Afrique mythique. Loin d'être une simple chronique, ce film s'interroge déjà sur le passé et le devenir de l'Afrique comme le feront ensuite nombre de films africains. Afrique sur scène, réalisé sous le patronage du comité du film ethnographique du Musée de l'Homme, né de la rencontre de jeunes gens au sein d'une organisation, le Groupe africain de cinéma, créé dès 1952, et parmi eux il y a 3 Sénégalais, Jacques Mello Kane, Mamadou Sarr et Paulin Soumanou Vieira, d'origine béninoise mais qui obtiendra par la suite la nationalité sénégalaise et s'établira à Dakar. Étant donné la coïncidence entre les indépendances africaines et l'émergence du cinéma dans ces nouvelles nations, on constate sans surprise que l'un des premiers documentaires faits au Sénégal, Une nation est née, 1961, de Vieira, reflète précisément son cheminement de la colonisation à l'indépendance. Le fort pourcentage de musulmans au Sénégal, environ 90% de la population, de même que leur force économique et politique, peut expliquer pourquoi Blaise Senghor réalise d'abord Grand Magal à Touba, 1962, un court-métrage sur le pèlerinage annuel des Mourides confréries musulmanes. Puis Momar Thiam, avec Sarzan, 1963, effectue la première réécriture filmique d'un conte de l'écrivain sénégalais Birago Diop. À cette même époque, Ousmane Sembène réalise Borom Sareh, 1963,
coproduit par sa maison de production Filmi Doumiriou, L'enfant du pays en wolof et les actualités françaises qui narrent l'infructueuse journée d'un charretier dakarois. Ce court-métrage de fiction lance la tradition du cinéaste homme orchestre qui s'essouffle à écrire, produire et distribuer ses films. Cependant, à travers ce film, l'écrivain de gauche engagé, devenu cinéaste, devient le porte-parole des sans-voix, dénonce la corruption et l'oppression dont ils sont victimes et établit les bases d'un cinéma sociopolitique qu'il poursuivra tout au long de sa carrière, abordant conjointement des sujets historiques. Cette voie tracée par Sembène, véritable figure de proue du cinéma sénégalais et son incontournable ambassadeur sur la scène internationale, sera empruntée dans les années 1970 et 1980 par d'autres réalisateurs tels que Mahama Johnson Traoré, Ababakar Samb Makaram, Tidiane A.W., Safi Faye, Ben Diogé Bey, Moussa Yoro Batiyi, Cheikh Ngaï Doba, Tierno Fatisso, Amadou Salom Seck, Clarence Delgado et d'autres. Djibril Diop Mambéty, un cinéaste venu du théâtre, fait cavalier seul et offre une esthétique novatrice avec, entre autres, Badou Boy 1970 et surtout Touki Bouki 1972, œuvre au langage cinématographique très moderne, dont les allégories, l'irrévérence, l'iconoclastie et la sémantique fragmentée surprennent. Plus sage, une autre tendance formelle et thématique s'affirme à travers Samba Félix Ndiaye dont les documentaires, témoins et interrogateurs à la fois, s'échelonnent sur 4 décennies. Puis, le cinéma sénégalais se poursuit dans le changement et la continuité. Il propose des œuvres dont la beauté plastique plus achevée est l'œuvre de nouveaux talents comme Moussa Séné Absa, Tableau Ferraille 1997 et Madame Brouette 2002, ou Mansour Sora Wade, Le Prix du Pardon 2002. Le film musical s'affirme avec Joseph Gaye Ramaka à travers Carmen Jay 2001, bien que la musique soit aussi le sujet de certaines réalisations de Cheikh Ngaï Doba, Gzev Gzev 1983, Mokhtar Ba, You Africa 1994 et Ousmane William Mbaye Xalima la Plume 2004. Sembène lui-même, l'aîné des anciens, comme il aimait à s'appeler, réalise Mouladé 2004, un film sur l'excision et la liberté individuelle, où il atteint les sommets de son art pictorial au crépuscule de sa vie. Cependant, des cinéastes comme Hassan Diagne, Nef 1996, Kiné 1997, Kumba 1997, Mbaran 2004 et Amadou Thior, Almodou 2001, continuent, en utilisant la vidéo bêta et des acteurs connus du public à cause de leur notoriété dans le domaine de la publicité, une veine sociale et populaire qui n'est pas sans rappeler le mandat de Sembène ou Njangaan de Traoré. Numérique ou pas numérique ? Déjà en 1978, Paulin Soumanou Vieira, à qui je demandais si la vidéo avait un futur en Afrique, me répondait : les techniques traditionnelles vont disparaître au profit de l'image magnétique qui présente moins de problèmes au niveau du montage et avec laquelle on peut faire beaucoup de trucage. C'est une solution d'avenir de. Aujourd'hui, la technologie a évolué, et certains réalisateurs sénégalais, comme Moussa Touré, se convertissent tout naturellement au numérique alors que d'autres hésitent à se lancer dans cette voie, clamant que ce n'est pas du cinéma. Plus tempéré, des cinéastes proposent une utilisation du nouveau support conjointement avec celle de la pellicule. Baba Diop, journaliste féru de cinéma, rapporte que Sembène s'était essayé au numérique en faisant un film de 13 minutes avant de faire Mouladé 3. Certains réalisateurs ne veulent pas devenir essentiellement vidéastes sous prétexte que le numérique est moins cher et plus accessible que le 16, Super 16 ou 35 mm et convient aux circonstances économiques des pays d'Afrique. Comme d'autres cinéastes à l'échelle mondiale, ils revendiquent fièrement le droit d'un choix qui puisse donner libre cours à leur créativité. Il reste que tout un vivier de jeunes ne se pose pas ces questions, et saisit l'opportunité de s'équiper à moindre coût pour produire une majorité de documentaires qui reflètent, comme leurs anciens mais parfois avec des innovations formelles venant du clip publicitaire ou musical, des faits de société. Ils partagent souvent leurs ressources et travaillent en équipe, comme le prônait à l'échelle continentale, L'Œil Vert, un collectif créé dans les années 1980 et dont faisaient partie les réalisateurs sénégalais Cheikh Ngaï Doba et Ousmane William Mbaye. L'écrivaine cinéaste Kadi Silla fait des documentaires fiction parfois lyriques. Mais en dépit de leur recherche esthétique, ces nouveaux venus tels Fatouba, Fabakary Koli, Angèle Diabang Brenner, Adam Zi et Aïcha Thiam demeurent largement des chroniqueurs.
Et ce même si Hubert Laba-Ndao opte de montrer le monde de la mode sénégalaise dans sa fiction Teus Teus, 2006, avec un style proche des telenovelas qui jouissent d'ailleurs d'une grande popularité au Sénégal. Des initiatives stylistiques se profilent aussi à l'horizon de l'animation avec les entreprises de Pictoon, dirigées par Aïda Ndiaye et Pierre Sauval, qui proposent de petits films de santé publique pour la télévision mais aussi Kabongo, une série destinée aux enfants de 6 à 10 ans dans laquelle un griot 4 parcourt le monde. Fatou Kandé Senghor, quant à elle, allie la photographie et la cinématographie. Marika et ses collaborateurs travaillent à la production d'une série en 3D, et des peintres comme Ibrahima Niang et Ibrahima Kobe font de l'animation, ou projettent de s'y lancer. Baba Diop s'étonne d'ailleurs que l'émergence de ce genre n'ait pas eu lieu plus tôt au Sénégal, pays fort d'une riche tradition artistique. Il s'interroge en ces termes. Je me demande pourquoi ceux qui avaient en charge le cinéma n'ont pas essayé de creuser cette veine-là alors que nous avons des peintres comme Papi Bratal et ceux de l'école de Dakar, les Beaux-Arts, et cette tradition de peindre les masques et de créer un univers rempli de rites et de mystères. Les contes de Leuc le Lièvre, par exemple, auraient pu être à la base d'un cinéma d'animation. Quand je regarde notre cinéma, je me dis que les grands absents sont les enfants. Rarement des films ont été faits pour les enfants et sur les enfants, alors que nous avions tout pour le faire 5. Financement et production. Depuis ses débuts, le cinéma sénégalais a été affecté par des problèmes récurrents qui persistent aujourd'hui, comme c'est le cas dans d'autres nations africaines. C'est en grande partie un artisanat subventionné par des subsides gouvernementaux, l'aide continue de ministères et d'agences françaises coopération, francophonie, affaires étrangères, télévision, etc., et le soutien financier plus récent d'organisations européennes, ce qui permet aux cinéastes d'avoir des budgets plus importants. Ils puisent leurs fonds à plusieurs sources internationales, comme l'a fait Joseph Gairamaka dont le film Carmen Jay a coûté 14 millions de francs français. Cela n'a rien à voir, toute proportion gardée, avec les moyens d'un Momar Thiam lorsqu'il faisait Sarzan ou le mégotage dénoncé par Semben au temps de ses premières œuvres cinématographiques, La Noire de avait coûté 10 millions CFA. Néanmoins, plusieurs réalisateurs regrettent que leur statut d'assisté les force à des compromis thématiques et à des complaisances stylistiques pour plaire aux bailleurs de fonds. Frédéric Chambon, attaché audiovisuel régional auprès de l'ambassade de France à Dakar, récuse de telles assertions. Il souligne que les commissions qui allouent les subsides aux cinéastes n'ont pas un regard exclusivement français, puisqu'elles incluent des Africains. Mais même si de telles aides ne formatent pas les films des cinéastes sénégalais, elles risquent de paralyser les initiatives financières de ces derniers. Chambon déclare à ce sujet : on dit que l'aide étouffe, que l'aide brise l'initiative, mais non, l'aide est là pour faire ce qu'elle peut et si elle est là c'est qu'on en a besoin. 6. Néanmoins les cinéastes sont-ils ainsi encouragés à assurer la rentabilisation de leurs films ? C'est précisément le manque de profitabilité qui fait que le cinéma sénégalais n'intéresse quasiment pas les banques et les investisseurs privés. Et Baba Diop d'ajouter un commentaire sur le cinéma africain, qui se vérifie dans le cas du Sénégal. Les difficultés du cinéma africain ne sont pas seulement dues au fait qu'il soit un cinéma d'auteur mais au fait que ce sont les cinéastes qui ont toujours pris en charge leur cinéma. Leurs préoccupations sont liées à la création et ne sont pas commerciales. Personne n'a pris en charge le volet de la production. On l'a confié à des institutions comme l'Union européenne ou le ministère français de la coopération, ou à des institutions qui, dans le cadre d'échanges ou d'aides bilatérales ou multilatérales, ont des sources de financement, mais ce ne sont pas des producteurs. C'est ce qui explique que les films africains aient souvent les festivals comme terrain de diffusion. Ce sont ces mêmes institutions qui appuient les festivals 7. On peut déplorer qu'il y ait très peu de gens au Sénégal qui fassent, comme Mokhtar Ba, carrière dans la production cinématographique. S'ils sont producteurs, les cinéastes produisent et réalisent généralement leurs propres films. Entre leurs longs et courts métrages, et leurs documentaires de création, certains réalisent des films de commande pour s'assurer des rentrées d'argent qu'ils investiront parfois dans leur production personnelle. Des collaborations avec des cinéastes étrangers, comme c'est le cas pour le monologue de la muette de Kadi Silla et du réalisateur et directeur de la photo belge Charlie Van Damme, sont rares. Elles pourraient pourtant ouvrir de nouvelles voies quant au partage des ressources de production.
Formation. La formation des cinéastes ne bénéficie pas de structure nationale sénégalaise. Elle se fait sur le tas en participant à des tournages ou bien à l'étranger. Ils se rendent à Paris dans des écoles de cinéma ou plus rarement, tels Ababacar Sangmakaram, Amadou Salom Seck, Clarence Delgado et Semben, à Rome, Munich, Lisbonne et Moscou. On pourrait, à ce propos, se poser la question de savoir dans quelle mesure cela affecte la spécificité africaine de leurs films. De nos jours néanmoins, à cause de plus faibles moyens mis à sa disposition dans le domaine de la coopération par le ministère des Affaires étrangères, l'aide de la France est moins importante. Elle est passée à une nouvelle phase, celle du partenariat. Les jeunes réalisateurs sénégalais peuvent maintenant obtenir des bourses de stage d'1 à 3 mois en France ou dans des pays francophones, bénéficier de formations au Sénégal dispensées par des techniciens français et recevoir une aide financière pour présenter leurs films dans des festivals étrangers. D'autres jeunes se sont initiés à la caméra grâce au projet PBS Audiovisuel, une structure privée du réalisateur sénégalais Pape Badara Seck soutenue par une agence de l'Union européenne ou au Média Centre de Dakar dirigé par Moussa Gueye. Ce centre, fondé en 1997, dérive du FORU, créé par une organisation norvégienne de développement. Il semble privilégier la formation de documentaristes sans explorer à fond l'histoire et la culture du cinéma, ce que certains de ces nouveaux cinéastes déplorent. À ce propos, on remarque avec regret qu'ils ont peu d'ouvrages à leur disposition pour apprécier l'héritage filmique laissé par leurs aînés. Le cinéaste, historien et critique de cinéma Paulin Soumanou Vieira avait écrit 4 livres sur le cinéma en Afrique 8, mais depuis son décès prématuré en 1987, nul n'a vraiment repris son flambeau au Sénégal où la critique cinématographique est surtout le fait de journalistes très bien informés et dévoués depuis des années à la cause du cinéma sénégalais, tels que Djib Diédiou et Baba Diop 9. Leurs nombreux articles et interviews à l'occasion de festivals ou de sorties de films, qui pourraient servir de base à un ou plusieurs ouvrages, constituent une documentation précieuse mais une absence de critique synthétique ne permet pas aux jeunes réalisateurs de bien connaître l'apport de leurs précurseurs dont, qui plus est, ils ont rarement vu les films. En l'absence d'une culture cinématographique qui ne leur est pas formellement dispensée, la nouvelle vague de réalisateurs sénégalais manque parfois de rigueur et de repères et perd du temps à réinventer la roue alors que le cinéma d'avant pourrait leur donner des idées. C'est une génération qui connaît plus la télévision que les salles de cinéma, affirme Baba Diop 10. Cependant, ce qui peut apparaître comme un inconvénient peut aussi stimuler leur créativité. Ils ne sont pas pris dans le carcan des normes établies par leurs anciens, et peuvent donner libre cours à leur imagination et donner naissance à des œuvres qui reflèteront leur goût et leur univers. Distribution. Un des problèmes majeurs du cinéma sénégalais, que les réalisateurs disent en général dédié d'abord à leurs compatriotes, est qu'il est mal distribué. Malgré des mesures envisagées par le manifeste de Niamey en 1983 et la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes, il est peu vu en Afrique et au Sénégal, pays qui possède pourtant des publics jeunes férus de feuilletons télévisés et de cinéma américain, européen et indien, que les exploitants de salles jugent plus rentables que les productions africaines. Les efforts locaux de promotion du cinéma sénégalais se sont poursuivis à travers des festivals ponctuels allant du Festival des Arts Nègres de 1966, où La Noire de a été primée, au plus récent Festival international du film de quartier, organisé par Moussa Gueye, et le Festival de cinéma Images et Vie de Kalilou Ndiaye, ou encore le Festival L'Afrique se filme, organisé par l'ambassade de France à Dakar. Et en 1990, les RECIDAK, Rencontres cinématographiques de Dakar, étaient lancées par la journaliste et dame de culture Annette Mbaye d'Erneville en s'appuyant sur une structure privée qu'elle dirigeait, le CCA, Consortium de communication en Afrique, en partenariat avec le ministère français de la coopération et les instances de la francophonie. Ousmane William Mbaye, qui était le secrétaire général des RECIDAK, se souvient. Nous avions des rencontres professionnelles, des colloques, et c'était une plateforme qui permettait aux professionnels sénégalais et africains de cerner leurs problèmes et surtout d'adresser des recommandations et des résolutions aux autorités pour améliorer le cinéma sénégalais, sous-régional, et dans le reste de l'Afrique.
L'objectif principal était de mettre en place les débuts d'une industrie. Il y avait beaucoup de projections de films, mais c'était non compétitif et les gens étaient là pour réfléchir ensemble. FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, et Carthage, Journée cinématographique de Carthage, sont des festivals compétitifs, ce sont de belles vitrines du cinéma africain mais je pense que les gens discutent moins 11. Mais à cause de difficultés financières, les RECIDAK n'ont pas été renouvelés après 1997. Cependant, jusqu'à présent, on pourrait dire que le cinéma sénégalais a été plus vu, et donc plus apprécié à l'extérieur qu'à l'intérieur de ses frontières dans le circuit des festivals, musées et parfois même en salle à l'étranger. Il est affecté par la diminution de ces salles, et les gens qui peuvent se le permettre visionnent des VCD et des DVD à domicile. Dans la région dakaroise par exemple, seuls des cinémas subsistent dans la périphérie urbaine, Parcelles Assainies, Patte-d'Oie, Pikine, Gueule-Tapée, Sicap Liberté. Ils sont singulièrement absents de la ville où ils ont été démolis au profit de centres commerciaux, d'un hôtel, d'une église ou d'un immeuble de rapport. Au centre-ville, l'Institut français Léopold Sédar Senghor présente occasionnellement des films africains, dont certains sont sénégalais. En 2007, Ousmane William Mbaye et Baba Diop y ont créé le Cinéma de Nuit, un ciné-club situé dans l'espace de son restaurant. Mbaye précise: nous voulons remplir un vide qui existe et former des cinéphiles en apprenant aux jeunes à regarder et à décortiquer des films. Le but est aussi de montrer le jeune cinéma africain, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des films en vidéo et qui n'ont pas d'espace où les montrer. Nous aurons aussi des fenêtres dédiées aux cinémas étrangers. Nous allons essayer de faire un ciné-club, un peu comme celui du Centre culturel français qui à l'époque a tant marqué des jeunes comme Mambéty, Ben Diogébey, etc. C'était le seul lieu où il y avait des films d'art et d'essais intéressants, qui venaient de divers pays 12. Bien que la télévision ait participé à la réalisation de films en fournissant du matériel, acquérant ainsi des droits de diffusion, elle n'a pas été profondément impliquée dans la production et la distribution cinématographique. Cet avis est partagé par Baba Diop, qui déclare: il n'y a pas de vrai budget de production dans nos télévisions. On ne peut parler de production quand on rassemble 2 griots dans un studio pour qu'ils chantent. La production implique des documentaires et des tournages en plein air. Il faut que les télévisions mettent de l'argent dans le cinéma, si elles veulent être des producteurs de films 13. Par ailleurs, les cinéastes effrayés par le piratage occasionné par l'émergence des DVD ne semblent pas toujours favorables à cette nouvelle technologie. Bien que des Théâtre 14 fassent leur apparition sur les marchés, l'on ne peut escompter qu'un vidéo-boom à la nigériane soit pour demain. Pourrait-on envisager la diffusion de films sénégalais et africains via Internet? C'est ce que pense Mike Diram, de la société sud-africaine Mnet. Nous allons acquérir le meilleur du cinéma africain et nous allons donner une nouvelle vie à ces films. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été distribués ni commercialisés correctement. Les salles de cinéma n'existent plus sur ce continent. Maintenant, l'avenir, c'est le film à la demande, via Internet 15. Politique gouvernementale et cinéma. S'il y a un pays qui a beaucoup aidé le cinéma, c'est le Sénégal, déclare Amadou Tidiane Niagane, directeur de la cinématographie au ministère de la Culture depuis 2016. En effet, au cours des années, les gouvernants sénégalais ont adopté diverses lois dans le but de favoriser le cinéma et ont institué, avec des résultats variés, la SNC, Société nationale de cinématographie créée en 1972, la SIDEC, Société d'importation, de distribution et d'exploitation cinématographique qui a vu le jour en 1973, le FOSIC, Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, en 1978, et la SNPC, Société nouvelle de promotion cinématographique, en 1984, mais il se méfie en général des cinéastes et de leurs critiques jugées intempestives. Il leur arrive de censurer certaines scènes de films, comme cela s'est produit avec Xala, 1974, ou de bannir les films pendant 8 ans comme ce fut le cas pour Sedo, 1976. Il est à noter que ces 2 films sont de Sembène. Plus récemment, Carmen Jay et Almodou ont été interdits au Sénégal parce qu'ils suscitaient des remous chez les musulmans à cause de leur contenu jugé irrespectueux ou néfaste à l'islam.
Niagan précise que dans le cas de Carmen Jay, il ne s'agissait pas de censurer mais de maintenir l'ordre public. On observe qu'en 2003, le président Abdoulaye Wade signe les décrets d'application d'une loi portant entre autres sur l'organisation des activités de production, d'exploitation et de promotion cinématographique et audiovisuelle et fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Le chef de l'État sénégalais promet même de doter le fonds de promotion d'un montant initial de 3 milliards CFA, et affirme, en janvier 2007, qu'il favorisera la construction du Centre national de la cinématographie, présent dans la loi paraphée en 2003 avec l'aide de l'Inde. Une telle aide structurelle a été souhaitée par les cinéastes depuis un certain nombre d'années. En 1985, Vieira déclarait « Le cinéma étatique, c'est la mort du cinéma car il faut laisser à la création une liberté totale. Ce sont les structures que les États doivent mettre en place pour permettre l'expression libre d'un cinéma libre » 17. Le 9 juin 2007, à l'occasion de l'hommage national rendu à Ousmane Sembène à Dakar, Cheikh Ngaï Doba, le réalisateur et président de l'association CINESEAS, Cinéastes sénégalaises associés, interpelle publiquement le chef d'État à propos de la dotation qu'il a promise, mais celui-ci dit attendre un plan d'action concret et des propositions précises de la part des cinéastes. Aux dernières nouvelles, le site du Centre national de la cinématographie aurait été changé. Une continuité thématique. Les thèmes des films sénégalais se répètent au fil des ans. Conflit entre valeurs anciennes et modernité, abus de la classe possédante, misère prolétarienne et paysanne, colonialisme, néocolonialisme, religion, émigration, polygamie et statut et rôle de la femme. On observe cependant que les réalisateurs les transposent dans le contexte actuel. Xala de Sembène et Tableau Ferraille de Séné Absa parlent tous deux de corruption et de polygamie, mais le second y introduit la question de déchets radioactifs déversés par l'Occident en Afrique. Si Borom Sarré nous fait rencontrer des membres de différentes classes sociales sénégalaises par le biais d'un véhicule hippomobile, dans Yala Yahana, 1994, de Moussa Séné Absa et Koloban Express, 2000, de Silla, ceux-ci deviennent, bien que les Borom Sarré continuent d'exister, des passagers de cars rapides. De même, le thème du retour au pays natal déjà illustré en noir et blanc dans Et la neige n'était plus 1965, d'Ababakar Samb Makaram se retrouve en couleur dans Saharaba, 1987, d'Amadou Salom Seck, mais ce dernier inclut dans son intrigue les paradis artificiels et l'aide caritative étrangère détournée par des bourgeois peu scrupuleux. Si la folie est déjà abordée dans Sarzan de Momar Thiam et Kodou, 1971, d'Ababakar Samb Makaram, elle est le reflet de l'aliénation sociale de leurs protagonistes alors que Silla nous propose une exploration plus clinique et personnelle de la maladie mentale dans Une fenêtre ouverte, 2005, où elle partage l'écran. Depuis le suicide de Diwana en France dans La Noire de Une fiction basée sur un fait divers, les cinéastes dénoncent l'aliénation psychosociologique et l'issue potentiellement fatale de l'émigration, ainsi que la vie aléatoire des émigrés en France, La France d'Alain Gomis, 2001. Dans Le cri de la mer 2009, un documentaire d'Aïcha Thiam, les jeunes sont si désespérés qu'ils empruntent des embarcations de fortune et se noient avant même d'atteindre la terre promise. Même si ceux-ci modernisent leur sujet, de quoi relève la permanence quasi obsédante de certains thèmes ? Est-ce que la réalité sénégalaise patriarcale qui inspire sa cinématographie a peu ou pas changé, ou que, selon certains, elle a empiré ? Est-ce que la corruption de fonctionnaires, illustré dans Lambaye 1972, de Mahama Johnson Traoré et 25 ans plus tard dans Tableau Ferraille, est toujours d'actualité ? Que le cinéma sénégalais est un réquisitoire 18 ? Qu'il est le procès des pères, géniteurs, gouvernants coloniaux et post-coloniaux inclus, à l'image de celui fait par Djib à la fin du Fahad Kiné 2000 de Sembène ? Et d'ailleurs faut-il voir à travers les accusations de Djib une autocritique ou un constat d'échec de la part du père du cinéma africain, dont le cinéma école du soir 19 n'aurait finalement pas changé sa société ? Ce cinéma d'interpellation projette-t-il les maux de sa société pour mieux les exorciser ? Ou à l'instar de l'Éthiopien Haïlé Gérima parlant de son dernier film Teza, 2008, les réalisateurs sénégalais attribuaient-ils à leurs films des propriétés thérapeutiques vaines ?
Espéraient-ils que la répétition de leurs iconographies contestatrices aurait des vertus curatives? Et que la misère des enfants des rues de Samba Tali, réalisée par Ben Dioguébey en 1975, ne serait plus d'actualité 30 ans plus tard? Malheureusement si, puisque ce sujet préoccupe toujours de jeunes documentaristes tels que Aïcha Thiam, Fisabilillahi 2003 et Adam Z, Silent Voice Voix du silence 2005. Par le biais de leurs films, ils fustigent l'impuissance gouvernementale à régler ce problème et constatent, dans une certaine mesure, l'impuissance des cinéastes africains. En écrivant la Charte d'Alger du cinéma africain, en 1975, ceux-ci promettaient de participer à l'essor de leurs nations respectives, et par conséquent d'en éradiquer les plus flagrantes inégalités. Une autre tendance de ce cinéma, moindre cependant que celle des films critiques, est la célébration de la culture sénégalaise. Momar Thiam immortalise sur pellicule les luttes casamançaises 1968 et Simb, le jeu du faux lion. Vieira nous offre Birago Diop, conteur 1982, et Iba Ndiaye, peintre 1984. Moussa Séné Absa illustre l'œuvre du peintre mural Paap Samb dans Jahara 1991 et réalise Blues pour une diva, 1999, sur la chanteuse et comédienne Aminata Fall, aujourd'hui décédée. Mansour Sora Wade révèle l'art traditionnel de la séduction féminine dans Aïda Souka, 1992. Samba Félix Ndiaye envoie une lettre à Senghor, 1998. Ousmane William Mbaye réalise Fer et Vert, 2005, sur l'artiste Anta Germaine Gueye. Fabakary Koli co-réalise Dago 2006 sur le photographe sénégalais du même nom. Adam Zif et Thiam Bébé 2007 sur un peintre mystique et Angèle Diabang Brenner Tournian Décodou, La Griotte de Senghor 2008. Les croyances et cérémonies religieuses, qu'elles soient animistes, musulmanes et chrétiennes, font aussi souvent partie de la fabrique thématique du cinéma sénégalais en tant que rite ou forces historiques dans des films comme Grand Magal à Touba 1962, de Blaise Senghor, Emitaï 1972 et Sedo de Semben ou encore Ngor, L'Esprit des lieux 1995 de Samba Félix Ndiaye pour n'en citer que quelques-uns. Est-ce que cette célébration du patrimoine socio-culturel est une façon de ne pas être happé par la mondialisation? Ces réalisateurs suivent-ils le précepte de Vieira pour qui le rôle primordial du cinéaste africain est de faire connaître la culture africaine par les Africains eux-mêmes qui souvent l'ignorent, et par le monde? Il ajoutait: l'Afrique est partie prenante du monde et sa culture et ses traditions doivent être prises en considération dans l'évolution planétaire et dans la construction du monde 21. Outre Laurence Attali, à qui l'on doit notamment Sénégalais, Sénégalaise 1994, une autre Sénégaloise 22, la journaliste et réalisatrice Laurence Gavron travaille à la préservation de la mémoire socioculturelle et anthropologique de son pays des apostrophes. L'adoption à travers des documentaires comme Naharbi, Loin du Liban, 1999, à propos de la communauté libanaise au Sénégal, sur les traces des mangeurs de coquillages, 2000, qui explore les sites archéologiques des îles du Salom, Saouda à Dakar, 2006, sur les Capverdiens de la capitale à travers leur musique et Samba Diabaré Samb, le gardien du temple, 2006, dédié au célèbre griot. Des thèmes nouveaux font timidement leur apparition tels que l'univers carcéral des femmes, Natou de Fatouba, 2003, ou bien l'alcoolisme en pays musulman, Sum Sum Saba d'Adam Z, 2004. Alors qu'une grande majorité des films sénégalais traitent de sujets nationaux, même s'ils ont des dimensions universelles, plusieurs documentaires récents ont été tournés à l'étranger et reflètent une certaine ouverture sur le reste de l'Afrique et le monde. Rwanda pour mémoire 2003 de Samba Félix Ndiaye ainsi que Poussière de ville, 2003 filmé à Brazzaville et Nos autres, fait en 2006 en Espagne et qui porte sur des travailleurs immigrés maliens de Moussa Touré, pourrait servir d'exemple. Aïcha Thiam, quant à elle, nous offre Juste un bout de papier, 2006, sur la vie d'une jeune Algérienne sans papier dans la région parisienne. Cette tendance se développera sans doute à l'avenir puisqu'elle se rattache souvent au numérique et à la disponibilité d'un matériel technique plus léger, employé par de petites équipes se déplaçant facilement et à moindre coût. Cinéma et littérature. En début de carrière, Momar Thiam s'est inspiré des écrits de Birago Diop, puis de ceux d'Ousmane Socé Karim 1971, et Vieira a adapté le conte de Diop, Petit Mari, dans son film Ndiongan 1965. Ababakar Samb Makaram a collaboré avec Annette Mbaye d'Erneville pour la réalisation de Kodou,
1971, basé sur une nouvelle de cette dernière. Nivam, 1991 de Clarence Delgado provient des écrits de Semben. Plus récemment, Mansour Sora Wade porte à l'écran le roman de Mbisa Ngom dans le film du même nom, Le Prix du Pardon. Cheikh Ndiaye a réalisé L'Appel des Arènes, 2005, basé sur le roman d'Aminata Sofol. Semben, quant à lui, a adapté ses propres œuvres à l'écran et a même publié, en 1996, un roman basé sur le scénario de son film Gelwar, 1992. Une symbiose de l'écriture et des images se remarque chez Kadi Silla dans ce qu'elle nomme ses films littéraires, Une fenêtre ouverte par exemple. Moussa Yoro Batihi a récemment entrepris une carrière de romancier. Et l'écrivain Boris Boubacar Diop travaille parfois de concert avec des réalisateurs. Il a été consultant pour Un amour d'enfant 2004 de Ben Diogé et a écrit le scénario du film Les Feux de Mansaré, 2007, sur une idée originale du cinéaste Mansour Sora Wade. Dernièrement, Abbas Ndione a travaillé en tant que scénariste à l'adaptation filmique de son roman Ramata. Le long-métrage du même nom qui en découle a été réalisé en 2009 par le Congolais Léandre Alain Baker et produit par le Sénégalais Mokhtar Ba. Mais de façon surprenante, les cinéastes sénégalais ne font que peu appel à leurs écrivains. Est-ce pour éviter d'éventuels conflits concernant les droits d'auteur? Ou parce qu'ils préfèrent s'exprimer à travers leurs propres scénarios? Il est à noter cependant que quelques réalisateurs ont trouvé leur inspiration chez des auteurs étrangers tels que l'écrivain russe Nikolai Gogol, Lambae est basé sur le Révisor, le dramaturge suisse Friedrich Dürrenmatt, Yen de Djibril Diop Mambéty, 1992, dérive de La visite de la vieille dame, ou le nouvelliste Prosper Mérimée, Carmen Jay est une version sénégalisée de Carmen, ce qui prouve bien l'universalisme des classiques. Cinéma et politique. Pourtant fréquemment définis comme étant sociopolitiques, les œuvres du cinéma sénégalais illustrent rarement les grands enjeux et événements sociopolitiques tels que des grèves ou des manifestations, mis à part Jom ou l'histoire d'un peuple d'Ababacar Samb Makaram ou Un amour d'enfant de Ben Diogé Beye. Sauf dans En résidence surveillée, 1981 de Vieira, leur scénario n'aborde pas les coups d'État. Ils ne mentionnent pas souvent de guerre ou de mouvements séparatistes et rebels locaux, sauf dans le documentaire Silent Voice Voix du silence d'Adam Zi et TGV, une fiction tournée en 1997 par Moussa Touré, et n'attaque pas de front et nommément leurs gouvernants. Ils emploient des métaphores ou des analogies comprises de tous à l'époque, mais qui s'estomperont à l'avenir de la mémoire collective sénégalaise. C'est ce que fait Semben dans Xala, où le président de la Chambre de commerce a la taille, les intonations et la phraséologie du président Senghor. Dans Lettre à Senghor, Ndiaye nous fait part de sa critique antérieure du président mais elle s'émousse au gré des images et le parcours initiatique qu'il entreprend en faisant son film le réconcilie avec l'homme qu'il a longtemps combattu. Des descriptions de députés malhonnêtes se succèdent, mais sous le couvert et la protection de la fiction. Soucieux de financement gouvernemental ou extérieur, on voit mal comment ces réalisateurs souhaiteraient indisposer leurs autorités ou les alliés politiques de ces autorités. Quand la critique est plus précise, comme dans Et si Latif avait raison de Joseph Gaye Ramaka, dont la syntaxe et le montage sont étonnants, le film se distribue sous le manteau au Sénégal et ne peut être acheté qu'à l'étranger. Pas de souffle hagiographique non plus, sauf peut-être dans les documentaires de Vieira qui, en tant que chef des actualités sénégalaises, suivait Senghor dans ses déplacements. Le pouvoir n'est pas directement associé à l'écriture des scénarios comme cela s'était passé au Gabon avec Demain un jour nouveau, 1978, de Pierre-Marie Dong, basé sur un script du président Omar Bongo où un jeune chef de cabinet intègre remplace un chef d'État vieillissant et corrompu, et guide son pays vers une voie nouvelle, instaurée par Bongo dans la vie réelle? Semben suspend des portraits de leaders historiques africains, Sankara, Lumumba, Mandela etc. sur les murs de la maison de Fahad Kiné afin qu'ils servent d'exemple à son étudiant de fils qui nourrit l'ambition d'être un jour chef d'État, mais ceci n'inclut aucun Sénégalais. Où sont les figures nationales, même controversées? Si dans Jom ou l'histoire d'un peuple, un griot célèbre Diéry Dior Ndella, prince légendaire qui tua un administrateur colonial pour sauvegarder son honneur,
si dans Xalima la plume Seydina Insa Wade dédie sa chanson aux femmes de Ndir, qui ont préféré se brûler plutôt que d'être capturées par l'armée coloniale française, et si les chœurs de Carmen Jeil ou Aline Cito Ediata, qui s'opposa au colonialisme français dans les années 1940, où sont les rois du Cayor, les Linguère, Lat Dior ou Lamine Gueye? Le président Wade a déclaré à ce sujet lors de l'hommage à Sembène en 2007. Je vous ai invité, vous les cinéastes, dans mon livre Un destin pour l'Afrique, à me proposer des films sur nos héros. J'attends toujours le premier scénario 23. Les réalisateurs ne veulent-ils pas être restreints dans leur créativité stylistique et thématique? Ont-ils été découragés par l'exemple du Samori de Sembène, un film à gros budget, estimé en 1995 à 6 milliards CFA, qu'il voulait faire depuis 30 ans sur ce personnage historique et qu'il n'a pas réussi à réaliser? Un film d'époque avec ses extras, costumes et décors coûte cher. L'argent est-il plus difficile à débloquer en France, en Europe ou ailleurs lorsque la conquête coloniale est évoquée? Esthétique. Dans son ouvrage « Le cinéma africain des origines à 1973 », Vieira écrivait « Le cinéma africain est africain par les thèmes qu'il aborde et non pas tellement, pour l'instant du moins, par la façon dont il aborde ces thèmes 24. » Qu'en est-il du cinéma sénégalais près de 40 ans plus tard? Malgré les initiatives esthétiques de Mambéty et celles des cinéastes de l'œil vert qui rejetaient le cinéma de pancarte 25 de leurs aînés, les réalisateurs sénégalais restent souvent fidèles au socio-réalisme sembénien. Cependant, la facture stylistique de leur production devient plus polie en fonction de moyens techniques qui progressent et des moyens financiers qui augmentent. Ils refusent aussi la violence, qu'ils considèrent comme l'apanage d'Hollywood, qui souvent les fascine technologiquement mais dont ils craignent les effets sociaux pervers. Dans l'ensemble, ils demeurent politiquement engagés, assez puritains et sérieux, bien que sachant parfois manier l'humour et l'ironie. Peut-être dû à des budgets limités, leurs films sont tournés fréquemment à l'extérieur, en décor naturel, et témoignent du contexte social et architectural du moment. Selon Baba Diop, depuis ses débuts, le cinéma sénégalais a été un cinéma documentaire, même le cinéma de fiction. Si on veut savoir à quoi ressemblait Dakar, il faut regarder les films de Mambéty 26. Bien que le cinéma sénégalais soit en majorité réaliste, la tradition orale, matrice culturelle africaine, y est aussi présente. Elle se manifeste soit à travers le personnage du conteur, l'adaptation d'une légende ou l'esthétique même de films comme Niaï 1964 de Sembène, Jom ou l'histoire d'un peuple, 1981, d'Ababacar Samb Makaram ou bien Le prix du pardon de Mansour Sora Wade dans lesquels la parole du griot initie et cadence les images. Des cinéastes comme Atiam, Le Sifflet 2004 ou Diana Gay, Deweneti 2006 teintent leurs films d'un réalisme magique qui n'est pas sans rappeler l'univers des contes. Sembène lui-même ne définissait-il pas le cinéaste africain comme le griot des temps modernes, c'est-à-dire la conscience, le cœur, l'oreille, la bouche et les yeux de son peuple 27. Liliane Kestelout, spécialiste de la littérature orale à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar, n'adhère pas spontanément à une telle analogie. Pour elle, il y a peut-être des similarités dans la mesure où tous les deux mettent en scène un récit. Le griot le met en scène par la parole. Il y a la musique, la parole, la voix, le ton et tout cela c'est certainement une mise en scène. Cependant il y a une belle différence. Être metteur en scène de cinéma suppose une technique précise relevant d'une discipline précise qui n'a rien à voir avec le griot. La prise de vue, l'art de couper les dialogues, etc. Le griot est d'abord un conteur, mais un conteur à longue durée, un conteur de longue distance. Il est plus près du théâtre que du cinéma 28. L'importance des espaces, des langues et gestuels africains, des cultures populaires avec costumes et pratiques, donne une spécificité africaine à ce cinéma. C'est d'ailleurs l'ambiance des légendes et des épopées, le théâtre, les fêtes et cérémonies traditionnelles, mascarades, tabaski, baptêmes musulmans et autres célébrations, l'aridité réverbérante du Sahel et l'intense luminosité des bords de mer, ou leur brouillard dense, qui ont sans nul doute influencé les démarches esthétiques de réalisateurs comme Djibril Diop Mambéty, l'Odyssée initiatrice de Maury, les accents aigus géorgements d'animaux, la danse du sabar des apostrophes, Aminata Fall dans Touki Bouki, et aussi la syntaxe scénique et les costumes de hyènes,
Moussa Séné Absa, les décors, les chants, la danse et la gestuelle théâtrale de Dame dans les scènes finales de Tableau Ferraille ainsi que le cross-dressing, de l'amant de la protagoniste de Madame Brouette à L'. Occasion du carnaval masqué de la Tamkarite, Mansour Sora Wade avec sa trépidante recréation du jeu du faux-lion et ses costumes symboliques dans le prix du pardon, et Joseph Guy Ramaka, les chants, les visages fardés aux allures de masque, les étoffes chatoyantes, les ocres de Gorée et l'éblouissement de la mer dans Carmen Jay. Les chœurs commentent et ponctuent l'action dans Tableau Ferraille, et ils répondent au chant du griot dans Carmen Jay. L'utilisation de langues vernaculaires, principalement le wolof, contrairement à celle du français comme cela se faisait au début du cinéma sénégalais, confère aux films, musicaux ou non, des sonorités stridentes et graves et une gestuelle qui recrée leur contexte linguistique et socioculturel. Les vêtements bigarrés des Baye Fa'ols, communauté islamique, participent à la beauté formelle de Tableau Ferraille et Mansour Sora Wade en habille ses griots père et fils, dans le prix du pardon. Ces films tendent à éviter le misérabilisme, même dans la description des quartiers défavorisés, et leur traitement des mythes et des spectacles n'est pas sans rappeler les films indiens, appréciés depuis des décennies au Sénégal, dont l'esthétique a pu influencer leurs réalisateurs. Djibril Diop Mambéty, Moussa Séné Absa et Joseph Guy Ramaka manipulent avec brio la lumière, les couleurs et les atmosphères, ce que Baba Diop rattache de manière fort intéressante à la littérature sénégalaise. C'est une vision du cinéma inspirée par la poésie de Senghor, qui se retrouve dans Carmen Jay par exemple, où les peaux noires contrastent avec des couleurs très vives telles que le rouge ou le bleu. Ce sont des éléments esthétiques qui ont été chantés en littérature et qui ont été repris en photographie. La mode aussi, de façon consciente ou inconsciente, crée une certaine forme d'esthétique façonnée sur les poèmes de Senghor 29. Même si Sembène inclut le flashback dans certains de ses films, La Noire de Guelwaar Fat Kiné et le flash-forward, Sedo, et si Moussa Séné Absa, Tableau Ferraille et Mansour Sora Wade, Le Prix du Pardon par exemple, utilisent le flashback, beaucoup de leurs compatriotes optent pour la linéarité narrative. Une autre caractéristique des films du Sénégal, et d'autres pays africains, semble être la lenteur de leur rythme et la longueur de leurs séquences, depuis Niaï jusqu'au film Le Prix du Pardon, lorsque le thème et l'environnement, rural en général, s'y prêtent. Leur rythme s'accélère parfois lorsqu'ils se déroulent dans un contexte urbain et que l'action l'exige, Teranga Blues 2006 de Moussa Séné Absa. Kestelout observe à ce sujet, ce qui est pour moi non seulement sénégalais mais africain, c'est la manipulation du temps, que ce soit la longueur du plan ou la longueur de l'action. Il ne faut pas couper l'action, il n'est pas nécessaire d'aller vite, les choses vont à leur aise. J'ai vu Tableau Ferraille, Emitaï, Sedo, Le Prix du Pardon et tout cela est très lent. Les films d'Idrissa Ouedraogo c'est la même chose. Ça, c'est le rythme africain et c'est un aspect qui déroute l'étranger 30. Bien qu'ayant des racines africaines indéniables, les films sénégalais ont souvent été vus à travers le prisme d'écoles de cinéma étrangères. On les a placés dans une tendance proche du cinéma propagandiste soviétique ou alors dans une veine dérivée du néoréalisme italien, en comparant le mandat de Sembène au film Le voleur de bicyclette, 1948, de Vittorio De Sica. Certains ont établi des analogies stylistiques et thématiques entre Touki Bouki et Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, et ont souligné l'influence de la nouvelle vague sur le jeune cinéma du Sénégal. D'autres y ont vu la marque du cinéma novo brésilien. A-t-il été marqué par une telle hybridité, qui reflèterait aussi la notion de métissage culturel revendiquée par Senghor? Alors qu'il accepte toutes ces influences, Baba Diop pense que ce cinéma se placera bientôt dans une autre mouvance qui se manifeste à l'échelle globale. Aujourd'hui, les jeunes sont intéressés par le rap, cette forme de communication déstructurée et contestataire. Ils n'ont plus le temps pour la pause et la réflexion, et ils donneront naissance à une autre forme de cinéma avec un montage éclaté et une nouvelle façon de percevoir leur environnement. Ils adopteront une autre forme de narration qui puisera dans le rap, la vitesse et les clips musicaux. Aujourd'hui, les jeunes intègrent les cultures européennes, américaines et africaines. Il y a une nouvelle identité patchwork. Ils ont des casquettes de rappeurs mais ils portent aussi des gris-gris, ça ne les gêne pas. On intègre tout. On ne se pose plus la question des problèmes identitaires, 31. C'est probablement pour satisfaire à de tels critères et répondre aux attentes de ce nouveau public que Moussa Séné Absa,
un cinéaste confirmé de la génération précédente, a décidé de tourner Teranga Blues qui tient à la fois du film de gangster, du mélodrame, du film musical et des telenovelas et dont le rôle principal est interprété par un rappeur, Lord Alajiman. Ce monde de la pègre urbaine déjà illustré dans Bac, 1974 de Momar Thiam et Le bracelet de bronze, 1974, de Tidiane A.W., se retrouve plus sophistiqué, dans L'appel des arènes, qui allie la modernité aux ancestrales luttes sénégalaises. Les femmes dans le cinéma sénégalais. Depuis son émergence, le cinéma sénégalais a offert un certain nombre de portraits de femmes au premier ou à l'arrière-plan de ses intrigues. Cependant, celles-ci sont fréquemment célébrées pour leur pragmatisme et leur abnégation et leur destin ne dépasse pas celui tracé par l'ordre social patriarcal contre lequel elles se rebellent rarement. Quand l'une d'entre elles tente de le faire, elle est brutalement matée. On se souvient en effet de la gifle magistrale donnée par El Hadji Abdulkader Bey à sa fille Dangzala, lorsque celle-ci dénonce la polygamie. Dans ce même film, Sembène se moque à souhait de la deuxième femme du protagoniste qui porte perruque et lunettes noires et confronte l'autorité de son mari. C'est sa première épouse, Awa, femme fidèle et mère dévouée, qui se montrera forte et magnanime à ses côtés lorsqu'il subira les crachats des mendiants dans l'espoir de recouvrer sa masculinité. Lancé Seyeti, 1981, Ben Diogé Bey prend position contre la polygamie urbaine, génératrice de problèmes divers, mais semble lui reconnaître des vertus en brousse où les coépouses s'entraident et travaillent dans la plus parfaite harmonie. Dans Diankabi, la jeune fille, 1969, Mahama Johnson Traoré laisse entrevoir une possible émancipation féminine mais à condition qu'elle se fasse dans le respect des valeurs africaines. Mais dans son autre film dédié aux femmes, Diegbi, La femme, 1970, Traoré nous offre le portrait négatif d'une femme affairiste qui entraîne la corruption et la déchéance du fonctionnaire qui veut la conquérir. Ce genre de femme fatale qui suscite la chute ou la mort de son partenaire, universellement fréquent en littérature et au cinéma lorsque les auteurs sont des hommes, se retrouve dans Karim et plus récemment dans Tableau Ferraille, Carmen Jay et Le prix du pardon. En plus de ces femmes qui occasionnent la perte des hommes et en font des victimes, les réalisateurs sénégalais nous proposent toute une série de personnages féminins victimes des individus, des circonstances ou simplement de leur statut social, en bref des archétypes qui exercent peu ou pas de contrôle sur leurs existences, Niaï, Kodou, Nef, Kiné, Kumba, etc. Lorsque des femmes essaient d'acquérir une certaine autonomie, à la suite de circonstances néfastes qu'elles n'ont pas choisies, cela se termine en tragédie, Madame Brouette, ou par l'espoir d'un mariage régénérateur et salvateur, Fahad Kiné, conforme aux valeurs morales et sociales du Sénégal. Elles ne mettent pas en danger le statu quo de la société qu'elles n'aspirent pas à changer. S'il y a des femmes fortes sur les écrans sénégalais, cela ne veut pas forcément dire que les cinéastes sont féministes et mènent un combat acharné pour promouvoir les droits des femmes et leur égalité sociale. Si les femmes des films de Sembène sont robustes, travailleuses et courageuses, voire héroïques, au quotidien ou dans l'histoire, elles le sont surtout parce qu'elles doivent remédier aux carences des hommes auxquels elles sont associées, Borom Sareh, Le Mandat, Emitaï, Sédo, Guéloir, Fahad Kiné, mais ne remettent pas en question l'ordre patriarcal des choses. Le seul film de Sembène que l'on puisse éventuellement qualifier de féministe est Mouladé, sur l'excision, qui revendique pour les femmes la libre disposition de leur corps. Qu'en est-il des réalisatrices ? Leurs images féminines sont-elles plus audacieuses ? S'inscrivent-elles au centre ou à la périphérie de leur discours filmique ? Safi Faye, qui a longtemps été la seule femme dans le monde masculin du cinéma de son pays, nous propose comme premier film La Passante, 1972, un court-métrage de 10 minutes. Elle y interprète le rôle d'une jeune femme vivant à Paris, qui provoque les fantasmes amoureux de deux admirateurs, l'un est blanc, l'autre noir. Cette réalisation, où interviennent le rêve et l'érotisme, diffère à l'époque du socio-réalisme puritain de ses collègues masculins. Cependant, en tant qu'ethnologue, Faye attache plus d'attention aux problèmes de société dans leur ensemble qu'aux questions essentiellement féminines, mis à part un documentaire, Selbé et tant d'autres, 1982, sur la vie d'une villageoise dont le mari est parti travailler en ville, une vidéo Elsias, femme peintre, cinéaste d'Haïti, 1985, et Mossan, 1996, une fiction qui inclut le thème du mariage forcé. Dernièrement,
des cinéastes femmes se sont manifestées en nombre croissant dans le domaine du cinéma sénégalais et viennent l'enrichir par le biais de leurs expériences et de leur sensibilité féminine. Comme Safi Faye dans La Passante, Angèle Diabang-Brenner, Mon beau sourire 2005 et Aïcha Thiam, Papa 2006 rompent avec le discours sociopolitique pour traiter de sujets personnels et recourir à un intimisme filmique original. Diabang-Brenner se met en scène à la suite de la défection de son actrice dans Mon beau sourire sur le tatouage des gencives. Aïcha Thiam est également visuellement présente dans Papa, un poème lyrique en images qu'elle adresse à son défunt père. Ces deux films présentent des innovations formelles du point de vue du montage et effets spéciaux. Dans Une femme pour Souleymane 2000, Diana Gay provoque un glissement spatio-temporel perpétuel entre Paris et Dakar qui témoigne aussi d'un montage efficace et soigné. Et Avec un transport en commun 2009, dans lequel alternent séquences musicales chorégraphiques et prises de vue très réalistes, cette dernière s'initie à la comédie musicale négligée d'ordinaire par les réalisateurs sénégalais. Baba Diop déclare à propos de ses réalisatrices: « Il y a quelque chose de frais dans Deweneti de Diana Gay, c'est le rêve de quelqu'un. Ce n'est pas vraiment sur les talibés, c'est surtout comment un gosse un peu coquin traverse la ville de Dakar en semant l'espoir chez les gens qu'il rencontre. C'est un film sympathique. Il y a un talent en elle. C'est avec Kadi Silla, ce cinéma féminin auquel on ne fait pas attention mais qui est très prometteur. Kadi Silla fait un cinéma très intense, très émotionnel, nu mais rempli de tortures intérieures. Elle a beaucoup de choses à proposer et à exprimer, comme l'a fait Djibril. Il y a aussi Angèle Diabang-Brenner avec Sénégalaise et Islam, mais là c'est plus le thème que la forme qui est intéressant. Elle fait dialoguer des femmes de sa génération et cette vision multiple de l'islam remet les choses à leur juste mesure. 32. Il est à noter que ces réalisatrices n'ont pas d'idées révolutionnaires ni même réformistes. Le temps des indépendances africaines est passé. Elles sont de leur temps, souvent concernées par les sujets qui préoccupent tout le monde et ne se concentrent pas essentiellement sur les questions féminines. Pourquoi le feraient-elles d'ailleurs ? Ne serait-ce pas là limiter leur champ d'investigation et l'expression de leur créativité ? Point de militantisme féministe, pour l'heure, à l'image de la société très hiérarchisée voire féodale qui les entoure, n'oublions pas que les castes, par exemple, y sont toujours d'actualité. Leurs facultés novatrices s'exercent souvent, pour l'instant, au niveau formel. Ce qu'on remarque peut-être dans l'immédiat, c'est qu'elles apportent un regard neuf plutôt qu'un esprit révolutionnaire. Les types de femmes qu'elles décrivent sont aussi conventionnels, mères, épouses et jeunes filles en fleurs que ceux de leurs confrères. À quand les femmes cadres, artistes ou celles qui exercent des professions libérales par exemple ? À part Angèle Brenner Diabang, dans Sénégalaise et Islam, des efforts dans ce sens ont ironiquement été entrepris par un réalisateur. Il s'agit d'Ousmane William Mbaye à travers Fer et Verre sur une plasticienne musulmane moderne qui fait une symbiose réussie de la culture occidentale et musulmane au sein de l'élite sénégalaise et Merbi, 2008, où il nous présente sa mère Annette Mbaye d'Erneville, première journaliste au Sénégal, divorcée, et activement impliquée depuis de nombreuses années dans la culture et le mouvement des femmes au Sénégal. Quo Vadis. En 2002, Mansour Sora Wade recevait le Tanit d'or aux Journées cinématographiques de Carthage, JCC, pour le prix du pardon, comme l'avait reçu Semben à ce même festival en 1966 pour La Noire 2. Le cinéma sénégalais resterait donc compétitif et de qualité, mais les observateurs déplorent sa plus faible représentation, voire son absence aux événements cinématographiques importants. Mais où sont donc les films sénégalais ? Titre Modou Mamoun Faye, envoyé spécial au JCC de 2006-33. Olivier Barlet élargit d'ailleurs la question au niveau continental dans son article intitulé Cannes 2008, l'Afrique fantôme 34. Faisant le point sur le FESPACO 2007, Fatou Kasséné rapporte dans le journal dakarois Walfadjri, le Sénégal n'a reçu que 2 prix spéciaux. Côté compétition officielle, le Sénégal n'a pas été primé 35. Et Charles Bambara, journaliste de la BBC, note à propos du FESPACO 2009 que les grands perdants auront été dans une certaine mesure, le Mali, le Nigeria et le Sénégal 36. Pourquoi le cinéma sénégalais ne tient-il plus le haut du pavé ? Est-ce la valeur intrinsèque des films sénégalais qui est en cause ?
ou le fait que la qualité et l'originalité des autres films en compétition se soient accrues? Cependant, Cheikh Ngaï Doba affirmait à Ouagadougou en 2009 « Le cinéma au Sénégal n'est pas mort » et proposait toutes sortes de mesures à prendre, parmi lesquelles des salles multiplex dans les capitales d'Afrique de l'Ouest et la création d'un embryon d'industrie avec la participation du privé et de l'État 37. On peut en fait partager l'optimisme de Ba si l'on considère le potentiel humain dont ce cinéma bénéficie. En plus de ses réalisateurs, il possède des techniciens chevronnés comme le machiniste Arona Camara, des chefs opérateurs tels que Bara Diokane, des directeurs de la photographie comme Fidel Diémé, des régisseurs comme Joseph Sagna et bien d'autres. Il a des costumières et des décorateurs talentueux comme Oumoussi et Mustapha Picasso Ndiaye. Ce cinéma peut faire appel à un pool de bons acteurs professionnels ou ayant acquis leur métier au gré des tournages, tels que Tierno Ndiaye dos Guéloir Tableau Ferraille, Le Prix du Pardon Carmen Jay, Younous Sey, Le Mandat Xala, Meim Ndoumbe Diop, Guéloir Fat Kiné Le Sifflet Teus, Rokaya Nyang, Le Prix du Pardon Madame Brouette, Teranga Blues, Pape Faye Fat Kiné, Makena Diop, Toubabi TGV Une femme pour Souleymane, Djeinaba Diop Gaye Carmen Jay, et Ibrahim Hassan Camp de Tiaroy Fat Kiné pour N', en nommer que quelques-uns. Enfin, il a à sa disposition des musiciens de réputation nationale et internationale qui ont déjà composé la musique d'un certain nombre de films, notamment Oasis Diop, Youssou N'Dour, Ismaël Lo, qui a aussi interprété le personnage principal de Tableau Ferraille et joué dans Camp de Tiaroy, Baaba Maal, Doudou Ndiaye Rose, Julien Jouga, etc. Le cinéma sénégalais pourrait d'ailleurs s'inspirer de la manière dont certains de ces musiciens sont parvenus à s'imposer à l'échelle mondiale en exportant leurs produits. Le cinéma sénégalais est-il dans une impasse ou ne traverse-t-il qu'une mauvaise passe? Disons qu'il est à la croisée des chemins entre la pellicule et le numérique, entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire, et qu'il devra sans doute se résoudre à un cinéma plus populaire et en numérique pour aller à la rencontre de ses compatriotes et en être mieux connu. Qu'il repose sur l'appui de son gouvernement, avec une volonté politique accrue dans ce domaine ou celui d'instances étrangères en partenariat avec l'Europe, l'Asie ou les Amériques, ou bien qu'il privilégie à l'avenir des initiatives privées locales, cette dernière voie étant souhaitable dans l'élaboration d'un cinéma authentiquement national, le cinéma sénégalais devra avoir le courage de dépasser ses pères tutélaires, de se remettre en question en se réinventant stylistiquement, de créer des structures viables, de diversifier l'esthétique et la thématique de ses films pour aller plaire à son public avide d'images, tout en continuant d'intéresser les cinéphiles du monde entier, en se nourrissant de sa propre culture mais en se réclamant d'un humanisme plus élargi. Ces réalisateurs en ont le talent, il faut qu'ils s'en forgent les moyens. À l'écoute des cinéastes sénégalais. Mais qui sont ces cinéastes sénégalais? Qui sont ces hommes et ces femmes derrière leurs caméras? Quelles sont leurs vies, leurs idées, leurs œuvres, leurs méthodes de travail et le rôle qu'ils s'assignent dans la marche du temps? Quels sont leurs projets? Quelle voie prennent-ils pour le développement de leur cinéma, dans le contexte de la mondialisation? Ces questions et d'autres sont abordées dans les interviews de ce volume. Bien que la plupart soient cités dans cette introduction, tous les cinéastes sénégalais ne figurent pas dans ce volume à cause du format choisi, qui explore des parcours biographiques et cinématographiques et n'entend pas être un dictionnaire exhaustif ou un répertoire professionnel. Certains sont absents parce qu'ils résidaient à Paris, ou qu'ils n'étaient pas à Dakar au moment des entretiens. D'autres, comme Ababacar Sang Makaram, Paulin Soumanou Vieira et Djibril Diop Mambéty ne sont plus parmi nous. Quelques mois avant sa mort, qui devait survenir le 9 juin 2007, Ousmane Sembène avait refusé d'accorder une interview, arguant qu'il travaillait ardemment à son dernier projet La Confrérie des Rats, sur les abus et la corruption de l'élite au pouvoir. « Je travaille, avait-il dit, je suis prisonnier de mes personnages. » Si Sembène ne parle pas directement dans cet ouvrage, les autres ne cessent de se référer à lui, ou au moins de le mentionner, en tant que pionnier, activiste et théoricien du cinéma africain. Ces films phares apparaissent également tout au long de cette introduction, et servent de jalon. Signalons également que depuis l'enregistrement des interviews, 2 autres cinéastes sénégalais sont décédés. Tierno Fatisso, à Dakar, le 6 décembre 2009, et Mahama Johnson Traoré, à Paris le 8 mars 2010.
D'autre part, mes conversations avec Tidiane AW et Samba Félix Ndiaye prennent une résonance toute particulière puisque AW nous a malheureusement quittés le 30 mai 2009 et que Ndiaye est mort subitement à Dakar le 6 novembre 2009. Il reste que les 22 réalisateurs et producteurs inclus dans ce livre sont un échantillon représentatif des différentes tendances et des courants générationnels du cinéma sénégalais, de Momar Thiam à Aïcha Thiam. Ils se disent spontanément avec gravité ou humour mais toujours avec sincérité, du moins tel est mon sentiment. Leurs entretiens ont été réalisés au cours d'une année passée au Sénégal, en 2006 à 2007, et diffèrent des interviews rapides glanées çà et là lors de festivals étrangers. Les cinéastes ont été rencontrés dans leur milieu, où ils résident et travaillent, et tout a été fait pour conserver la spontanéité et l'exactitude de leurs propos. Leurs paroles sont toujours d'actualité, et le seront probablement dans les années à venir, car le contexte de leurs activités n'a quasiment pas changé. La mise à jour de leur filmographie démontre aussi que très peu d'œuvres ont été récemment réalisées. Dans cet ouvrage, j'ai donné la parole aux réalisateurs sénégalais plutôt que de la prendre à leur place. La critique cinématographique est certes importante, mais ne doit pas négliger les intentions premières des cinéastes, que l'on omet souvent de consulter pour élaborer des théories abstraites basées sur le cinéma occidental, et qui n'ont rien ou peu à voir avec la matrice socioculturelle, politique et économique des films africains. Différent du livre de Paulin Soumanou Vieira Le cinéma au Sénégal, qui présente systématiquement les phases de développement historique, sociologique, économique, technique et thématique du cinéma sénégalais, cet ouvrage se place dans la lignée des entretiens de cinéastes d'Afrique noire, 1978, de Guy Henbel et de Catherine Ruel 38, ou ceux de Questioning African Cinema 2002, de N. Franck Ukadaïk 39, qui aime apostrophe, ont été fort utiles au cours de mes recherches. Les films sénégalais, tout comme la littérature sénégalaise, sont d'excellents reflets, d'excellentes transpositions ou projections de la culture ou des traumatismes de la culture, des sociétés, des attentes de la société aussi. On peut d'ailleurs dire la même chose du cinéma burkinabé ou du cinéma malien 40, affirme Liliane Kestelou. Les réalisateurs sénégalais sont d'abord des chroniqueurs et des chantres de leur société, et leurs œuvres nous permettent d'en prendre le pouls. Ce qu'ils ont à dire sur eux-mêmes et leur travail présente un intérêt cinématographique, historique, sociologique, anthropologique, politique et économique qui, je l'espère, intéressera les lecteurs 41. Tidiane AW. D'origine tout couleur et de religion musulmane, Tidiane AW naît en 1935 à Kébémer, une ville située à 150 km au nord de Dakar. Il grandit au sein d'une famille étendue qui compte une vingtaine d'enfants. Son père est traitant en arachide et a 3 coépouses. AW fait ses études au lycée Faidherbe de Dakar jusqu'en seconde, après quoi il se rend en France pour y faire son service militaire. De retour au Sénégal, il a l'intention d'étudier le droit mais il est bientôt tenté par le cinéma. C'est dans cette perspective qu'il s'exerce d'abord à la photo, et part en Allemagne pour s'inscrire à une école de photographie, la Hamburg Fotoschule. Il profitera également de son séjour dans ce pays pour y faire un stage à la télévision. Puis, après avoir été admis à l'OCORA, Office de coopération radiophonique, AW se rend à Paris où il étudiera pendant 2 ans avec pour camarades la journaliste Annette Mebaye d'Erneville et Alioune Fall, futur directeur de la radio sénégalaise. Cette formation polyvalente, qui englobe la programmation, la prise de vue et la réalisation, lui permettra d'entrer à la télévision sénégalaise en 1965. Cependant, 4 ans plus tard, il quitte le ministère de l'Information pour le ministère de la Culture où il travaillera au sein de la section cinéma et réalisera une 30aine d'émissions didactiques sur des sujets tels que l'éducation ouvrière et la santé. En 1969, le cinéaste tourne son premier film intitulé Réalité 16 mm 35 minutes, un documentaire dans lequel une jeune femme possédée par un esprit est soumise au rituel d'une doep dans l'espoir de l'en libérer. 2 ans plus tard, il réalise Pour ceux qui savent, Sérigné Hassan, une fiction de 90 minutes où il dénonce la corruption d'un marabout et loue l'inaltérable honnêteté d'un jeune fonctionnaire. En 1974,
son film d'action Le Bracelet de bronze, 35 mm 115 minutes, qui illustre le destin d'un jeune truand, remporte un franc succès auprès du public populaire sénégalais. Ce film, basé sur un budget de 60 millions CFA, est coproduit par la SNC, Société nationale de cinématographie et Tidiane AW Productions. Sa troisième fiction, Le certificat où un planton désirant obtenir une promotion prépare son certificat d'études primaires avec l'aide de son jeune fils, sort en 1982. L'année suivante, il réalise un court-métrage intitulé Soins de santé primaire et travaille à un film de fiction avec pour thème principal le mariage mixte. Ce dernier projet est interrompu par sa mort à Paris le 30 mai 2009, à la suite d'une longue maladie. Homme de culture mais aussi homme d'affaires, Tidiane AW fut aussi le propriétaire de l'espace culturel Christa qui abrite un cinéma, des galeries d'art ainsi qu'un atelier d'artistes. Marié et père de 4 enfants d'âge adulte, il a longtemps résidé et travaillé dans la banlieue dakaroise. FP, est-ce que votre groupe ethnique et votre religion vous ont influencé dans le choix et le traitement de vos sujets? Ta, on ne peut pas y échapper, c'est une question d'environnement car on ne parle que de ce qu'on sait. Je peux dire que cela m'influence, mais je reste tout de même assez libre dans ce que je fais. FP, dans vos films, vous ne faites pas attention à ne pas vexer les imams ou les marabouts? Ta, ce n'est pas seulement d'eux qu'il s'agit. J'appartiens à un environnement donné, et les films que je fais sont d'abord pour les Sénégalais. Il y a des choses qui les choquent, et que je ne mettrai pas dans mes films. Je respecte leur culture. FP, ce qui ne vous empêche pas d'attaquer les marabouts pour ceux qui savent. Ta, je n'attaque pas. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut signaler. Au fond, il s'agit surtout de faux marabouts. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent marabouts et qui ne sont que des charlatans. FP, comment avez-vous été amené à faire du cinéma? Ta, au Sénégal, si vous êtes agent de l'État, vous prenez sur vos congés et vous pouvez faire un film. Et surtout à l'époque, la télévision pouvait vous prêter le matériel et j'en ai profité. Faire des films était une question de volonté, pas autre chose. FP, est-ce que le cinéaste africain avait ou a une responsabilité particulière? Ta, le cinéma c'est évidemment une détente. Mais dans nos pays, le cinéma doit faire réfléchir les gens sur des points qu'ils vivent au quotidien mais auxquels ils ne font pas attention. Comme tous les autres cinéastes africains, j'ai d'abord abordé des problèmes sociaux. FP, les problèmes sociaux tels que le népotisme, le manque d'honnêteté, la corruption des fonctionnaires dont vous parliez dans Pour ceux qui savent continuent aujourd'hui. Vous avez sensibilisé les gens à ces problèmes, mais 30 ou 40 ans plus tard, les choses n'ont pas changé. Ce type de cinéma moralisateur n'est-il pas un échec? Ta, l'échec est total, il concerne tout le monde. Le cinéaste a fait son travail, il a attiré l'attention sur des points précis mais cela n'a pas marché. Vous avez beau attirer l'attention des gens, s'ils ne veulent pas changer, ils ne changeront pas. Il faut dépasser tous ces films, puisque la situation n'a pas évolué. De toute façon, le Sénégal et toute l'Afrique doivent se secouer. FP, et qui va réveiller les gens? Ta, à mon avis, tout passe par la prise de conscience et l'éducation. FP, c'est d'ailleurs ce que vous disiez dans le certificat. Ta, exactement. FP, pourquoi avoir choisi le rituel d'une Doep, sorte d'exorcisme animiste, comme sujet de votre documentaire réalité? Était-ce une démarche ethnographique? Ta, un peu. Il faut rappeler ce qui se faisait, et avec certains résultats. À la télévision, je travaillais beaucoup avec des femmes et on m'a dit qu'une telle avait été traitée avec succès par le Ndoep. FP. D'ailleurs, des psychiatres occidentaux viennent maintenant étudier le Ndoep au Sénégal. Ta. Effectivement, il y a une collaboration très étroite entre les praticiens traditionnels et la médecine moderne. FP. Comment réalité a-t-il été distribué? Ta. À cette époque, nous comptions un peu sur le bureau du cinéma, qui vous achetait les droits commerciaux. Ce film, par exemple, a été acheté par la télévision italienne, l'Arrêt. On l'a passé 1 ou 2 fois au Sénégal. FP. A-t-il aussi été présenté dans des festivals? Ta. Tous mes films sont passés dans des festivals et j'ai participé à la plupart de ces festivals en tant qu'invité. FP. Quel était le budget de réalité?
Ta, à peu près 1 million CFA, ce qui était très raisonnable à l'époque. FP, les techniciens étaient des copains? Ta, oui. Et jusqu'à présent les jeunes travaillent entre copains, ils ont raison. FP, votre première fiction s'intitule Pour ceux qui savent, pourquoi ce titre? Ta, dans le film, je dis à un moment donné, la boucle n'est pas bouclée pour ceux qui savent. Il y a tout compte fait des espérances. FP, ceux qui prennent conscience des problèmes pourront les résoudre? Ta, en tout cas on peut l'espérer. FP, est-ce qu'Ousseynou Diop, qui interprète le personnage du marabout corrompu Sérigné Hassan, est un acteur professionnel? Ta, il l'est devenu maintenant car il a joué dans beaucoup de films. Il vit au Canada, et est l'un des organisateurs du festival Vue d'Afrique. FP, pour ceux qui savent est un film que j'ai trouvé didactique et généreux mais malheureusement il est parfois mal joué et mal synchronisé. Ta, à l'époque on faisait ce qu'on pouvait avec le son. FP, en tant qu'acteur, le cinéaste Djibril Diop Mambéty incarne la justice dans ce film. Quels sont vos souvenirs à son propos? Ta, c'était un bon camarade, très généreux. Pour ce film, il me disait, tu ne me donnes rien, tu me paies un coup, c'est tout. FP, récemment, Amadou Thior a reçu des menaces à cause de son film Almodou où il décrit un marabout qui exploite ses élèves au lieu de leur apprendre le Coran. Joseph Gaye Ramaka a aussi eu des problèmes avec le gouvernement et les mourides à cause de son film, Carmen Jay. Ce portrait de marabout cognac ne vous a pas attiré d'ennui? Ta, tout dépend comment on travaille. Il faut quand même éviter de faire ce que les gens peuvent considérer comme une provocation. Dans Pour ceux qui savent, je n'ai cité le nom de personne. FP, aucun nom n'est cité non plus dans Almodou et Carmen Jay. Ta, vous ne citez pas de nom, mais si dans Carmen Jay vous enterrez une lesbienne avec des prières musulmanes, c'est une provocation. Est-ce que cela a rapporté quelque chose au cinéaste? Je ne crois pas. Cela ne sert à rien de provoquer, il faut essayer d'aller le plus loin possible mais par touches successives. FP, dans Pour ceux qui savent il y a une voix hors champ qui commente l'action, est-ce celle d'un griot moralisateur qui nous transpose dans l'univers du conte? Ta, moi, je fais d'abord des films pour les Sénégalais. Cette voix, moralisatrice ou non, attire l'attention du spectateur. C'est un garde-fou, une sorte de voix intérieure. FP, si on considère votre film en tant que conte, il se termine sur une note d'espoir. Un statisticien intègre et travailleur qui veut que son pays sorte du sous-développement et un jeune homme au chômage qui finit par trouver du travail et résiste à l'appât du gain lorsqu'un Libanais essaie de le soudoyer. Le narrateur précise que la jeunesse travaillera au progrès de l'Afrique, et que la justice triomphera. Est-ce qu'a posteriori cette conclusion n'est pas un peu naïve? Ta, non, je ne crois pas. Il faut inviter à faire mieux. FP, pour ceux qui savent s'ouvre et se termine avec la carte d'une Afrique vierge et sans frontières. Est-ce à dire que votre film, qui est parfois plein d'humour et d'ironie, s'adresse à toute l'Afrique au-delà des frontières du Sénégal? Ta, on peut le croire. On retrouve les mêmes choses partout et d'ailleurs l'Afrique a vécu la même histoire. FP, avec des colonisateurs différents. Ta, mais c'est la même chose. Quelle était la différence entre un Anglais, un Français, un Portugais et un Espagnol? Rien du tout. Il y avait des nuances, mais l'esprit était le même. FP. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.